Très content par la mobilisation de la diaspora. J'ai vu sur Internet comment les Anglais se sont mobilisés pour dénoncer tout haut que Rwanda kills, que Kagame is a murderer. Kagame c'est tueur, c'est meurtrier. Et le comportement qu'il est en train d'afficher aujourd'hui à la République démocratique du Congo devrait déjà montrer à la communauté internationale que c'est lui le génocidaire, que c'est lui qui a facilité tout ce qui s'est passé au Rwanda. Kagame est en train de museler tout un peuple. Kagame est en train de mettre mal à l'aise tout un État. J'ai pitié de mes frères rwandais. Parce que quand Kagame va mourir, je ne sais pas comment il va se relever, comment il va se comporter. J'étais en train de penser que le gouvernement congolais devrait appliquer la théorie de la transplantation des conflits. Si j'étais le président Tshisekedi, j'allais armer les FDLR. Parce qu'en armant les FDLR, ils vont, n'est-ce pas, aller se battre contre Kagame au Rwanda. Et ça serait une transplantation de conflits au Rwanda. Maintenant que nous les avons, il est clair qu'ils sont en train d'intervenir dans la guerre contre les M23. Pourquoi ne pas les armer et les amener au Rwanda pour que Kagame sente la même douleur que celle que la République démocratique du Congo est en train de sentir. Donc toi, personnellement, tu veux qu'on donne les armes aux FDLR, qui est un groupe rebelle aussi au pays. Est-ce qu'on a déjà ravi des armes aux FDLR? Parce qu'ils sont entrés au Zaïre avec des armes. Maintenant qu'ils les ont, je pensais que vous diriez renforcer leur armement pour qu'ils aillent combattre pour leur terre au Rwanda. Ça aiderait Kagame à négocier avec ce Rwandais chez lui. Si on avait seulement la tête des vrais ADF, on devait les armer, les LRA, on devait les armer pour qu'ils aillent faire la guerre en Ouganda. Les FNL, on devait les armer à Uvira pour qu'ils aillent faire la guerre chez eux au Burundi. Comme ça, là, on aurait une solution à nos problèmes à l'interne. Parce que ces gens sont en train de nous montrer que ce sont les Maïmaï qui font un problème chez nous. Loin s'en faut. Ça s'appelle une diversion. Lorsqu'on nous amène chez William Ruto au Burundi, au Kenya, où nous devons discuter avec nos frères Maïmaï au Kenya, n'est-ce pas une erreur de stratégie? On devait discuter avec nos frères à Lubero. Si vous voulez, à Kirumba. Oui, parce que c'est là qu'il y a les revendications. Mais lorsque vous les amenez au Kenya, non. Donc les Kenyans veulent nous montrer qu'il peut être utile dans la résolution de nos conflits internes, alors qu'ils ont leur conflit avec les Kikuyu et le reste chez eux là-bas. Est-ce que nous sommes allés une fois au Kenya pour aller résoudre les problèmes des tribus au Kenya? Non, ça n'existe pas. Vous avez vu une seule fois la République démocratique du Congo aller en Ouganda pour aller dire à Yoweri Museveni, tu dois appeler les ADF et les Lord Resistance Army pour que vous discutiez vos trucs de rébellion. Lui, ça faut. Mais comment est-ce qu'eux nous montrent que c'est chez nous qu'il y a un problème? J'ai suivi la sortie de Paul Kagame lorsqu'il dit qu'il n'y était pour rien, qu'un c'est un conflit interne à la République démocratique du Congo. Appliquons donc la théorie de la transplantation des conflits, armons les FDLR contre Kagame, lui aussi il va sentir la même douleur. Si notre État devrait réfléchir de cette façon-là, on serait à paix. Parce que les Maïmaï n'ont pas besoin de beaucoup de trucs pour qu'ils soient à paix. Mais allez poser la question aux FDLR s'ils ont besoin de quoi pour qu'ils soient à paix. Mais ils vont vous demander que leurs pères sont morts, leurs quoi sont morts, ça sera compliqué. Kagame aura du fil à retordre. Alors, si on ne veut pas aller sur cette pensée-là, moi je crois que nous sommes en train de perdre notre temps à chercher des forces régionales, la MONUSCO, la quoi. Mais ce sont ces gens-là qui entretiennent les conflits, avertis du principe no war, no job. Lorsqu'il n'y a pas la guerre, eux n'ont pas d'emploi. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de job. Ne t'en fais pas. Donc c'est comme ça. Moi je crois que cette analyse, c'est comme ça qu'on doit la tirer. Et on doit le dire clairement à tous les Congolais de la diaspora qui doivent développer cette théorie de la transplantation des conflits. Parce que les chefs des FDLR, les Mourouanachaka, les quoi, mais ils sont où? Ils sont à l'étranger, ils ne sont pas au pays. Il suffit de coopérer avec eux là-bas. Ils vont acquérir des armes et ils vont mettre Kagame mal à l'aise. Bonjour chers internautes de la chaîne Léandro Léo. Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Nous sommes à l'est de la RDC. Vous le savez très bien que l'ennemi progresse du jour au jour.
et c'est après Kichanga, le village de Kilolirwe. Et voilà que l'ennemi t'a jusqu'à Sake. Donc à Sake, l'ennemi progresse jusque dans la ville de Goma, à une cinquantaine donc de kilomètres du côté ouest. Et aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Charles Lwanga. Il est analyste pro-démocrate et également il est le porte-parole des mouvements citoyens anti-gang. Charles Lwanga, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci encore Léon Joléo. Bonjour à tous les téléspectateurs du monde qui suivent Léon Joléo. Merci encore de nous inviter sur ce plateau. Oui, Charles Lwanga, ce n'est pas en tout cas la première fois de vous accueillir sur ce plateau. Et avec toi, on fait toujours des analyses par rapport à ce qui se passe ici à l'est de la RDC. Et Charles Lwanga, la semaine passée, nous étions avec vous sur ce même plateau. L'ennemi progresse du jour au jour. Donc, l'ennemi tend vers la ville de Goma. Et actuellement, la population se soulève contre la force régionale. Toi, personnellement, comment tu analyses vraiment cette situation de l'Est de la RDC? Bien, merci. D'emblée, il faut rappeler que l'Eastern Africa Community, EAC, c'est une force régionale dans laquelle la République démocratique du Congo a adhéré il y a peu. Je suis tenté de penser que le président nous a, n'est-ce pas, fait adhérer à cette force régionale, peut-être ça la comprendre. Parce que quand vous lisez le composante de l'EAC aujourd'hui, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, vous allez jusqu'au Kenya et enfin notre voisin ici de Burundi, vous comprenez que c'est effectivement les pays limitrophes, mais pour la plupart des pays qui nous ont agressés une ou deux fois. Aujourd'hui, les rebelles burundais sont en République démocratique du Congo. Les ADF que nous décrions tant à l'Est, ils sont issus de l'Ouganda. Les FDLR, le 1-23, sont tous du Rwanda. J'ai voulu mettre une connotation tribale, si vous le souhaitez. Vous comprendrez que la plupart des États qui sont dans l'Eastern African Community, ce sont des États qui sont essentiellement formés de peuples nilotiques. Et la tendance actuelle montre, n'est-ce pas, qu'à la tête du Kenya, il y a déjà William Ruto, c'est un nilotique. Ça m'engage, c'est personnel. Lorsque vous allez dans tous les États que je viens de citer, en fait, il n'y a que la République démocratique du Congo où le président est bantou. Encore que ce sont des gens qui ne vivent que grâce à la République démocratique du Congo à terme de pillage des ressources. Parce que s'il faut vraiment discuter commerce transfrontalier, la République démocratique du Congo n'apporte rien à l'Eastern African Community à terme honnête. Donc si on veut dire à la République démocratique du Congo qu'est-ce qu'elle exporte vers ces États, il n'y a rien. Donc c'est comme si c'est la RDC qui est en train d'enrichir ces États sur le plan formel et sur le plan informel. Sur le plan formel, vous comprendrez que nous partageons avec eux les frontières. Et donc le commerce transfrontalier signifie que lorsque nos marchandises doivent transiter par le Kenya, par le port de Mombasa, pour nous venir jusqu'à l'Est, c'est l'entrée, n'est-ce pas, à terme économique pour ces États. Le Rwanda, c'est la même chose. L'Ouganda, je ne vais pas parler parce qu'à l'Est, nous sommes comme des frères avec des Ougandais, à terme économique. Dans l'informel, tous ces États ont eu des rébellions qui ont aidé, n'est-ce pas, à piller la République démocratique du Congo à terme des ressources pour leur survie. Donc, si vous prenez par exemple, après 98, si nous avons eu le RCD, aujourd'hui, le Rwanda tire ses ressources de Walikale, de Rutshuru et de Masisi. L'Ouganda tire ses ressources du territoire de Lubero et de Beni, à terme informel. Si vous allez à Uvira, c'est là que, n'est-ce pas, le
le Burundi avec le FNL, ils sont en train de piller la République démocratique du Congo et c'est là toute la question. Maintenant, reste à savoir que gagnent les autres États tels n'est-ce pas, la Tanzanie et le Kenya. C'est leurs ports respectifs. Le port de Mombasa, le port de Dar es Salaam, ce sont des ports qui enrichissent cet État-là de façon formelle. Revenons maintenant dans la question sécuritaire. Parce que, comme on l'a dit en relation internationale, entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts qui comptent. Si la Tanzanie peut estimer que ses intérêts ne sont pas en République démocratique du Congo de façon informelle, à quoi nous aidera-t-elle? Le Kenya, il va nous aider pourquoi? Dès lors que peut-être il y a une rivalité entre le port de Dar es Salaam et le port de Mombasa. Donc tous ces États-là n'ont pas intérêt que la République démocratique du Congo soit stable parce que sinon, en contrepartie, ils ne vont rien gagner. Je suis en train de penser que le président de la République démocratique du Congo est allé vite à besogne en nous inscrivant dans l'Eastern African Community. Parce qu'aujourd'hui, il est déçu. Nous avons compté sur cette force, je vais rentrer dans l'approche sécuritaire, nous avons compté sur la force de l'Eastern African Community, mais une force qui devient une mission d'observation. Comment pouvez-vous comprendre que les militaires qui sont venus au front passent leur nuit dans des hôtels, ne sont pas dans des campements? Et le président de la République démocratique du Congo vient maintenant être entre le marteau et l'enclume, où le peuple ne veut pas de cette force, alors que lui, il a déjà signé un accord qui oblige la République démocratique du Congo de rester dans l'Eastern African Community. Comment est-ce qu'il va se comporter? Il va désobéir à ses pairs pour obéir à sa population et vice-versa. C'est là que le président devient de plus en plus perplexe. Et si que je l'ai dit dans ma dernière intervention sur votre plateau, il ne fallait pas compter sur les forces régionales ou sur la communauté internationale à terme des Nations Unies, mais qu'on pouvait juguler la question par une coopération bilatérale avec un État sérieux. Cet État devrait être plus utile parce que là, il s'agirait cette fois-ci de contrats gagnant-gagnant, où cet État est en train de bénéficier des ressources de la République démocratique du Congo avec un contrat sûr, et la République démocratique du Congo va bénéficier de la sécurité de sa population. Mais le président de la République, est-ce qu'il va réussir cet aspect? De lors que les députés sont restés tous silencieux sur la question. Comment voulez-vous que nous ayons une force régionale amorphe, inerte, qui brille dans l'omerta, mais l'Assemblée nationale ne dit rien? Alors, quel est le rôle des députés qui ont ratifié cet accord qui nous met dans l'Eastern African Community? Ils se taisent, ils tous parlent de l'élection. Ils ne parlent pas de la question Eastern African Community. Et finalement, ça devient la population en elle seule qui commence maintenant à aller dans la rue parce que la population devient de plus en plus vigilante. Elle constate que ce sont des militaires patrons, entre guillemets. Donc ce sont des gens qui sont venus seulement, ils s'asseyent à la République démocratique du Congo. On ne sait pas leur quartier général, leur commandement, ça fonctionne comment. La République démocratique du Congo a encore commis une deuxième grave erreur où le Rwanda, pays agresseur, appartient à l'Eastern African Community. Malheureusement, le Rwanda qui détenait et les services de commandement et les services de renseignement. Maintenant, la République démocratique du Congo vient se réveiller. Notre gouvernement se réveille avec un grand retard et chasse des officiers rwandais. Je vous ai donné dans mon deuxième argument, n'est-ce pas, l'approche tribale. Comment est-ce qu'on saura distinguer un nilotique rwandais d'un nilotique kenyan? Ce n'est pas facile parce qu'ils ont la même morphologie. Si vraiment les tribus, il faut les lire rien que par la physionomie de la personne, on ne saura pas. Encore que les renseignements se partagent. On peut bien chasser un officier, mais il va continuer à rendre compte tout en état à distance avec la technologie. C'est déjà un mauvais présage. Moi, ça ne m'a pas tiqué parce que je venais un peu
de le prophétiser, entre guillemets, que le voyage du président de la République vers le Burundi, c'était déjà un aveu d'échec. Dès lors que Kagame a accepté de participer. Si Kagame a accepté d'aller au Burundi, c'est parce qu'il savait qu'on allait court-circuiter Tshisekedi. Effectivement, ils y sont sortis sa photo de famille, sans déclaration. Et encore que j'ai suivi une grande autorité belge qui disait qu'il fallait éviter l'escalade de la violence. Il faut toujours revenir au protocole d'accord de Luanda. Mais ce protocole d'accord de Luanda, pourquoi l'M23 ne veut pas le suivre? C'est parce que c'est un protocole, quand vous le lisez, qui est à faveur de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda ne peut pas accepter d'exécuter ce protocole parce que ça sera un échec cuisant pour Kagame. Il s'assuit donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'abord effrayer le président Tshisekedi, notamment en menaçant la prise de Goma, pour qu'il y ait une négociation d'égal à égal. Une négociation où Tshisekedi sera à genoux et Kagame debout. C'est ça le rôle de la guerre que le Rwanda est en train de mener aujourd'hui contre la République démocratique du Congo. Donc si on veut revisiter les clauses de cet accord-là, il faut que la République démocratique du Congo perde. Donc nous allons aller à un autre protocole qui sortirait peut-être hier, mais qui n'est pas sorti. Ça serait le protocole de Bujumbura. Maintenant, on va aller de protocole à protocole pour qu'on en arrive à quoi? Parce que ça sera depuis le RCD Goma, CNDP, M23, protocole de Nairobi, protocole de Luanda. Bon, finalement, on risque d'avoir un protocole de Bujumbura parce que Ndayishimiye a montré ses limites pour juguler la question. Je crois qu'il faut situer la solution à ces problèmes dans la mobilisation de la population. Le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, il a une chance dans la mesure où déjà il a une population mobilisée. Donc la population est derrière lui. Et comme lui-même il a promis qu'il se sentirait président de la République lorsqu'il y aurait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont ses propres mots. Et qu'il était prêt à verser, il était prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour que ce pays soit respecté. Ça, c'est encore ses propres mots. Je crois qu'il est temps qu'il s'engage dans la danse pour qu'au centre élément, que le président de la République est en train d'appliquer ce que sa base a dit. Parce que ça, c'est encore lui, quand il dit base et lobby. Mais maintenant qu'il a vu que la base, entre guillemets, le peuple congolais, est en train d'exprimer qu'il a besoin de la sortie de l'EAC sur ce territoire, de la sortie de la MONUSCO sur ce territoire, et qu'on pouvait compter sur la mobilisation populaire. Je crois que ça suffit. Parce que si on veut aller guerre à guerre, corps à corps avec le Rwanda, non, on ne saura pas. Parce que le Rwanda aujourd'hui a prouvé sur la scène internationale qu'il s'affoutait de tout le monde, y compris de la visite du pape. Cela signifie que si le M23 continue à frapper, qu'à bien même une autorité de renommée internationale de surcroît, le pape et la République démocratique du Congo, il y a avancé du M23 et il y a présence de l'EAC et de la MONUSCO, on ne peut pas s'arrêter seulement au discours du pape et penser que ça viendra du ciel parce que le pape l'a dit ça va venir. Nous devons nous battre. Et le président doit comprendre ça, que jusqu'au sacrifice suprême, il doit donner la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'a pas un corps différent du corps de nos frères que nous sommes en train d'enterrer tous les jours à Béni. Oui, Charles Loanka, vous venez en tout cas de décortiquer ce qui se passe et ce que nous vivons, ce que nous traversons ici à l'est de la RDC, face au M23. Mais à ce stade, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vraiment la paix revienne ici à l'est? Bien, avant de dire ce que nous devons faire, il faut comprendre que l'Eastern African Community n'a pas condamné l'agression rwandaise. Parce que l'Eastern African Community, si il devait condamner l'agression rwandaise, on s'attendrait aux sanctions hier contre le Rwanda à Bujumbura. C'est ce qui n'a pas été fait. Maintenant que l'EAC n'a même pas parlé des erreurs du Rwanda et n'a répété que le refrain retrait.
ce retrait qui n'a jamais eu lieu, où le Rwanda brille par la mauvaise foi, je crois qu'on devait déjà tirer les conséquences du comportement hypocrite, du comportement naïf de notre État. Le président Tshisekedi devrait purement et simplement saboter le reste des sommets qui sont en train de nous demander et rester comme ça. Donc on devait rester d'abord dans l'inertie. Parce qu'en fait, tous les États du monde vivent par hypocrisie. Mais il se pourrait que le président de la République s'est comporté à un ami tendre devant les États. Il a été honnête, il a montré qu'il devait venir investir. Revenons maintenant à votre question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons rester sur cet élan, d'être mobilisés. Nous devons continuer à soutenir les différentes démonstrations, les différentes marches qui sont en train d'être initiées à la République démocratique du Congo. La société civile, le groupe de pression, la diaspora, le média. Finalement, tous les Congolais doivent comprendre que le pays est agressé et que c'est assez. Maintenant que c'est assez, nous avons plein de trucs à faire. Nous partageons par exemple un réseau électrique avec le Rwanda par la rivière Ruzizi. Pourquoi on ne peut pas casser le courant? Pour que le Rwanda trouve que cette desserte leur devienne rare. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fermer la frontière rwando-congolaise à Goma pour montrer qu'on n'a pas besoin d'huile de palme, disons des huiles manufacturées qui nous viennent du Rwanda? Et c'est ça ce que le Rwanda, malheureusement, est en train de nous jouer à terme de procédure lorsqu'on veut casser, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut casser, la ligne qui dessert Goma par Masisi, par Rutshuru, c'est un problème. Que pour faire la guerre au Rwanda, nous devons être à Gisenyi pour couper ces fils-là. Nous sommes en train de perdre notre temps. Le Rwanda, maintenant, veut nous imposer que la ville de Goma ne dépende que de lui. S'il casse l'axe Masisi, l'axe Sake, alors où est-ce que les gens de Goma vont se ravitailler? N'est-ce pas seulement au Rwanda? Maintenant que ça serait à nous de prendre cette disposition avant. Parce que si on ferme la frontière rwando-congolaise par Goma, nous allons nous occuper de ces rares voyous qui sont sur notre territoire, tout en état à l'interne, sans qu'ils ne soient dotés à terme de ravitaillement et consorts, nous pouvons les vaincre. Je suis en train de regretter le comportement de nos frères de Rutshuru qui se disent fatigués d'une guerre qui ne vient que de durer 2 semaines, alors que nous, à l'est d'Abeni, on vient de faire pratiquement 14 ans avec une rébellion, mais nous résistons à cette rébellion-là. Donc les Congolais doivent apprendre, n'est-ce pas, à prendre leur mal à patience à terme de défense du territoire national. Nous devons continuer à soutenir nos forces armées dans la logique où nous devons protéger notre nation. C'est la Constitution qui nous demande de protéger notre mère patrie. Donc, si nous tous nous restons mobilisés, ça c'est le premier arme. Le deuxième arme doit être politique. Si on devait avoir des députés consciencieux qui se disent que l'heure est grave et qu'on ne peut pas accepter que ce voyou reste dans notre pays et qu'ils mettent, n'est-ce pas, le ministre de la Défense, le président de la République à porte-à-faux pour que ces gens sortent et que le président boycotte ces histoires de forces régionales, etc. Ça, c'est la deuxième force. La troisième force, c'est la diplomatie. Si la diplomatie a échoué sur le plan régional, pourquoi est-ce que le président de la République ne prend pas l'initiative à terme de coopération bilatérale entre États? Parce que cela nous est arrivé avec l'opération Artemis à Bunia, où la République démocratique du Congo est allée signer l'accord avec la France, à condition qu'on nous finisse cette barbarie qui était en Ituri. Et maintenant qu'aujourd'hui, on ne veut pas prendre cette initiative à terme de coopération bilatérale et qu'on se fie sur des amis hypocrites, ça c'est une naïveté de notre État. Nous ressaisir, repenser nos stratégies et montrer à la communauté internationale que nous, on ne peut pas accepter ça. Autant que l'Ukraine est en train de résister à la Russie, nous, on doit résister le Rwanda. Et ce n'est pas impossible parce qu'il suffit que la population marche jusqu'au Rwanda. On ne va pas tirer sur toute une population. Si l'armée a échoué, le peuple restera mobilisé. Merci beaucoup, M. Charles Lwanka. Nous sommes vers la fin, en tout cas de notre émission. Quel mot de la fin placez-vous face aux Congolais
qui vivent dans la diaspora, également qui sont même au pays, et qui vous suivent à partir de la chaîne Léon Ndjo Léo? Je suis très content par la mobilisation de la diaspora. J'ai vu sur Internet comment les Anglais se sont mobilisés pour dénoncer tout haut que Rwanda kills, que Kagame is a murderer. Kagame c'est tueur, c'est meurtrier. Et le comportement qu'il est en train d'afficher aujourd'hui à la République démocratique du Congo devrait déjà montrer à la communauté internationale que c'est lui le génocidaire, que c'est lui qui a facilité tout ce qui s'est passé au Rwanda. Kagame est en train de museler tout un peuple. Kagame est en train de mettre mal à l'aise tout un État. J'ai pitié de mes frères rwandais. Parce que quand Kagame va mourir, je ne sais pas comment il va se relever, comment il va se comporter. J'étais en train de penser que le gouvernement congolais devrait appliquer la théorie de la transplantation des conflits. Si j'étais le président Tshisekedi, j'allais armer les FDLR. Parce qu'en armant les FDLR, ils vont, n'est-ce pas, aller se battre contre Kagame au Rwanda. Et ça serait une transplantation de conflits au Rwanda. Maintenant que nous les avons, il est clair qu'ils sont en train d'intervenir dans la guerre contre les M23. Pourquoi ne pas les armer et les amener au Rwanda pour que Kagame sente la même douleur que celle que la République démocratique du Congo est en train de sentir? Donc toi, personnellement, tu veux qu'on donne les armes aux FDLR, qui est un groupe rebelle aussi au pays? Est-ce qu'on a déjà ravi des armes aux FDLR? Parce qu'ils sont entrés au Zaïre avec des armes. Maintenant qu'ils les ont, je pensais que vous diriez renforcer leur armement pour qu'ils aillent combattre pour leur terre au Rwanda. Ça aiderait Kagame à négocier avec ce Rwandais chez lui. Si on avait seulement la tête des vrais ADF, on devait les armer, les LRA, on devait les armer pour qu'ils aillent faire la guerre en Ouganda. Les FNL, on devait les armer à Uvira pour qu'ils aillent faire la guerre chez eux au Burundi. Comme ça, là, on aurait une solution à nos problèmes à l'interne. Parce que ces gens sont en train de nous montrer que ce sont les Maïmaï qui font un problème chez nous. Loin s'en faut. Ça s'appelle une diversion. Lorsqu'on nous amène chez William Ruto au Burundi, au Kenya, où nous devons discuter avec nos frères Maïmaï au Kenya, n'est-ce pas une erreur de stratégie? On devait discuter avec nos frères à Lubero. Si vous voulez, à Kirumba. Oui, parce que c'est là qu'il y a les revendications. Mais lorsque vous les amenez au Kenya, non. Donc les Kenyans veulent nous montrer qu'il peut être utile dans la résolution de nos conflits internes, alors qu'ils ont leur conflit avec les Kikuyu et le reste chez eux là-bas. Est-ce que nous sommes allés une fois au Kenya pour aller résoudre les problèmes des tribus au Kenya? Non, ça n'existe pas. Vous avez vu une seule fois la République démocratique du Congo aller en Ouganda pour aller dire à Yoweri Museveni, tu dois appeler les ADF et les Lord Resistance Army pour que vous discutiez vos trucs de rébellion. Lui, s'en faut. Mais comment est-ce qu'eux nous montrent que c'est chez nous qu'il y a un problème? J'ai suivi la sortie de Paul Kagame lorsqu'il dit qu'il n'y était pour rien, qu'un c'est un conflit interne à la République démocratique du Congo. Appliquons donc la théorie de la transplantation des conflits, armons les FDLR contre Kagame, lui aussi il va sentir la même douleur. Si notre État devrait réfléchir de cette façon-là, on serait à paix. Parce que les Maïmaï n'ont pas besoin de beaucoup de trucs pour qu'ils soient à paix. Mais allez poser la question aux FDLR s'ils ont besoin de quoi pour qu'ils soient à paix. Mais ils vont vous demander que leurs pères sont morts, leurs quoi sont morts. Ça sera compliqué. Kagame aura du fil à retordre. Alors, si on ne veut pas aller sur cette pensée-là, moi je crois que nous sommes en train de perdre notre temps à chercher des forces régionales, la MONUSCO, la quoi. Mais ce sont ces gens-là qui entretiennent les conflits à vertu du principe no war, no job. Lorsqu'il n'y a pas la guerre, eux n'ont pas d'emploi. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de job. Ne t'en fais pas. Donc c'est comme ça. Moi je crois que cette analyse, c'est comme ça qu'on doit la tirer. Et on doit le dire clairement à tous les Congolais de la diaspora qui doivent développer cette théorie de la transplantation des conflits. Parce que les chefs des FDLR, les Mourouanachaka, les quoi, mais ils sont où? Ils sont à l'étranger, ils ne sont pas au pays. Il suffit de coopérer avec eux là-bas. Ils vont acquérir des armes et ils vont mettre Kagame mal à l'aise. Oui, en tout cas, Charles Lwanka, je rappelle que vous êtes analyste pro-démocrate, vous vivez
à Butembo, donc à l'est de la RDC. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Vous avez encore un mot à ajouter? Oui, je voulais montrer au peuple congolais une astuce très importante, que le Rwandais, comme peuple, comme population, ce n'est pas notre ennemi. Parce que nous avons partagé plusieurs fois des relations d'affaires avec le Rwandais par Goma. C'est notre voisin éternel. Mais nous devons tous militer pour la mort de Kagame. Parce que si ce monsieur-là mourait, c'est là que les Rwandais vont commencer à nous respecter. Et eux-mêmes sont victimes de toute la situation que nous sommes en train de vivre à l'Est. Donc, tous nos frères rwandophones avec qui nous avons vécu pendant 25 ans, 50 ans, c'est inutile de les tuer et de les saboter parce que Kagame s'en fout. Parce qu'il les a déjà chassés du Rwanda. Et même s'ils sont morts, on ne va pas aller les enterrer dans la terre rwandaise. On va les enterrer en République démocratique du Congo. Mais si nous jetons seulement une bombe au Rwanda et qu'il y a un Rwandais vivant au Rwanda qui mourrait, c'est là qu'on doit commencer à sentir l'amertume. Mais jusque-là, ce n'est pas encore amer. Et moi, je me suis toujours dit que peut-être que je deviens de plus en plus fort sur votre chaîne, mais trop c'est trop. Assez c'est assez. Et je crois que nous devons tous nous sacrifier pour cet État. Sinon, plutôt, toutes les générations futures seront sacrifiées et l'histoire nous interrogera. Oui, en tout cas, M. Charles Lwanga, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. En tout cas, merci de votre confiance et de votre état. Nous sommes la chaîne Léo Njoleo et à la présentation de cette émission, je suis Mwana Mpenzi Manzekele. Au revoir. Bye.